Oh. La, la mort de Tepa pose une question essentielle, c'est celle de la raison donc de décès, je dirais, ou de mort, hein, de grands écrivains, de grandes personnes faisaient partie, on va dire, du fer de lance de la vraie dissidence, on va dire les choses comme ça, puisqu'en 3 ans, il y a quand même 3 personnes qui sont décédées dans cette dissidence et qui posaient des questions qui étaient des questions très gênantes. Je pense notamment à Claire Séverac, donc, qui décède en décembre de 2016 et qui avait écrit un livre donc, qui s'est vendu certainement, je pense, à plus de 100 000 exemplaires, qui s'appelle La guerre contre les peuples. Il y a aussi Corinne Gouget qui se suicide soi-disant en 2015 en transportant ses valises, ce qui est complètement contradictoire. Et elle avait écrit un livre qui s'était vendu en France à plus de 100 000 exemplaires, qui s'appelait Les dangers additifs alimentaires, et qui avait été traduit en plusieurs langues, dont le roumain, certainement une dizaine de langues. D'ailleurs, je fais une parenthèse, un an après, c'est Bernard Christophe, le docteur Bernard Christophe, qui, on pouvait dire, soignait la maladie de Lyme avec des huiles essentielles, ce qu'il appelait le detox, hein, qui décédera aussi dans des circonstances assez troublantes. Donc quand on regarde comme ça la dissidence, si on peut l'appeler telle qu'elle, hein, ces 3 personnes sont véritablement des dissidents, c'est-à-dire des gens euh, qui ont, qui ont, qui ont misé leur vie sur une cause de manière gratuite. Et il suffit pour voir les capacités d'un homme comme Tepa de se remémorer donc l'intervention qu'il fait en face Édouard Philippe, donc le Premier ministre, on va dire, le 25 janvier 2019, donc on va dire 11 mois avant sa mort. C'est une intervention de très grande qualité. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui intellectuellement, c'est le summum du summum. Séverac, Gouget, c'est la même chose. Ce sont des gens c'est le haut du panier, c'est le fer de lance de la dissidence. On a affaire à on dirait à 2.0, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment au top en termes d'intelligence, en termes de réflexion, en termes de travail. Ce sont des gens qui sont avant-gardistes. Il n'y en a pas 36 000 dans la dissidence. Et Tepa était capable d'un travail qui était énorme. À lui seul, donc, il avait, on va dire, généré comme ça un mouvement, entraînant des gens avec lui. Bon, et puis avec à voir les musiques qu'il avait composées, c'était de la très grande qualité. On avait affaire à un intellectuel de très haut niveau, de très haut niveau. Et ces 3 personnes, donc je répète, Séverac, Gouget et Tepa, donc décèdent en un intervalle de 3 ans. Et ça me rappelle, et cette comparaison, je pense qu'il faut la faire pour essayer au moins de poser les questions d'une manière intelligente. C'est en 2013, on avait 4 présidents de centre-gauche en Amérique du Sud qui s'opposaient à la politique de tutelle des Américains, des États-Unis, et qui avaient tous les 4 un cancer. Donc il s'agissait de Fernando Lugo au Paraguay. Il y avait Dilma Rousseff qui était présidente pour le Brésil. Et il y avait au même temps donc son prédécesseur Lula da Silva. En Argentine, il y avait Cristina Fernandez qui a aussi un cancer. Et Chavez, donc, qui est décédé, qui avait aussi un cancer, et qui était le président du Venezuela. Et ces quatre personnes euh, qui s'opposaient à la politique américaine et qui étaient de centre-gauche, hein, qui refusaient le FMI, etc., tous ces plans, qui ne sont pas des plans d'aide, présentaient des cancers. C'est-à-dire que quand on joue au jeu de hasard, hein,
bon, sans connaître cet univers-là, on sait très bien qu'il y a des probabilités. Et lorsque on gagne au-delà des probabilités, il y a certainement quelque chose qui est pipé, qui est truqué. Et là, vis-à-vis, on va dire, des présidents sud-américains qui sont malades, hein, gravement malades, et comme par hasard qui présentent la même ligne politique, il y a des questions qui se posent, on va dire, pour parler poliment. Et pour Claire Sévrac, Corinne Gouget et Tepa, il me semble là aussi que c'est en si peu de temps. Alors, je ne dis pas que les trois sont décédés d'une manière qu'on les a assassinés, mais sur les trois, est-ce que les trois sont morts de la manière dont on présente leur décès? C'est-à-dire un suicide, et puis un cancer. Est-ce que sur les trois, c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il n'y a pas eu un assassinat quelque part? Parce que c'était vraiment des personnes gênantes. Hein. Donc s'il y en a un qui a été assassiné, il peut y en avoir deux. Pourquoi pas? En tout cas, je le répète, on avait affaire à des personnes de très haut niveau. C'était pas la dissidence qui sort des caniveaux, enfin voilà, sans viser personne. Hein. C'était du très haut niveau. Tepa, Sévrac, Gouget, c'était du 2.0. C'était des gens qui avaient un cerveau et qui savaient s'en servir. Véritablement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, on le sait très bien, hein, dans les services secrets, la Stasi, entre autres, se servait de l'uranium enrichi pour faire disparaître les gens qui la gênaient dans l'ancienne RDA. C'est pas la seule police politique qui avait des méthodes pareilles, c'est-à-dire qu'on mettait de l'uranium enrichi sous un fauteuil, sous une table ou un coin, on va dire, ou sous un lit, hein, qui était souvent fréquenté de manière régulière par la personne dont on voulait se débarrasser. Et 6 mois après, cette personne faisait un cancer foudroyant. Je pense qu'un certain Baril parle aussi de ces techniques-là. En tout cas, ce que je constate dans ce qu'on appelle la dissidence d'aujourd'hui, c'est que ces trois personnes donc, qui décèdent ne sont pas des talmudistes, bien entendu, parce que je pense que la dissidence, c'est un peu le syndrome de William Wirt, c'est-à-dire un franc-maçon du 19e siècle qui avait monté le parti antimaçonnique. C'est une manière que l'on a de se servir, on va dire, d'un parti dont les idées pourraient gêner et au sein duquel on y met une personne qui fait partie du camp, on va dire, de la synagogue de Satan. Et comme ça, ça sert de dégueuloir, ça va jamais bien loin. Et je pense que la dissidence d'aujourd'hui, je pense que les Gouget, les Sévrac, les Tepa jouaient vrai. Et donc ils gênaient. Et ce que j'appelle, à contrario, la dissidence des caniveaux, c'est-à-dire des gens qui font des jeux de manchettes, beaucoup de styles, mais je crois ils ne sont pas dans le vrai, c'est-à-dire ils jouent une partition. Et c'est ce que j'appelle le syndrome de William Wirt. En tout cas, lorsqu'on voit cette dissidence-là, cette pseudo-dissidence, il faut dire aujourd'hui, avec des gens qui intellectuellement sont quand même assez inaptes, je ne dis pas ça par méchanceté, mais parce qu'à un certain moment il faut analyser, vous avez plein de sujets qui ne sont jamais analysés. Alors, pour en citer quelques exemples, il y a la Terre plate, il y a la vitamine C du docteur Crusoe qui mériterait d'être étudiée, le MMS aquapur, c'est-à-dire de l'eau chlorée, qui permettrait, soi-disant, de lutter contre certaines maladies. Et je pense aussi à un thème aussi qui est exposé aux États-Unis dans une certaine dissidence, vraie dissidence, c'est celui de villes souterraines qui seraient habitées par des Illuminati, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des tunnels hein, qui vont très loin, qu'on pense que la Terre serait un gruyère, et qu'il y aurait des villes souterraines qui seraient habitées par des Illuminati. C'est une question qui se pose. Et des villes souterraines, il y en a toujours eu. Hein. Il y a, on va dire, plus de
plus de 1000 ans, en Cappadoce, en Turquie, avec des rinkuyu qui existaient, avec un système d'aération dont on se pose la question comment cette technologie d'aération à plus de 80 mètres sous terre a pu amener de l'air pur. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais cette question-là se pose dans une dissidence outre-Atlantique ou dans certains pays qui ne sont pas en France. Et le fait d'avoir une fausse dissidence, ça permet de ne pas aborder certains sujets. Moi, je ne dis pas que, là, je ne suis pas en train de défendre ces sujets-là, mais je dis que ces sujets méritent là aussi une réflexion, et qu'avec cette pseudo-dissidence, on reste bloqué dans certains sujets. Et Tepa, lui, justement, quand on regarde les choses, c'était un homme qui faisait passer Séverac, c'était un homme qui faisait passer Corinne Gouget, c'était un homme qui pouvait faire passer quelqu'un sur la terre plate, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun tabou sur les sujets. Et il réussissait. C'est-à-dire que en invitant ces personnes-là, les sujets qui étaient mis en avant ne faisaient pas partie, n'étaient pas abordés sous un angle grotesque, mais au contraire, ces sujets étaient défraîchis avec beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion et beaucoup de réussite. Et c'est en ça où un homme comme Tepa dérangeait. C'est pour ça que quand on regarde son décès à la lumière effectivement donc de l'intervention qu'il a faite le 25 janvier, des gens qu'il faisait passer, c'était véritablement un trouble fait parce qu'on ne l'attendait pas là où il était. Et ça, c'est vraiment gênant parce que il n'était pas contrôlable. Il n'était pas contrôlable, c'était un homme talentueux. Comme je le dis, il n'appartenait pas à la dissidence de caniveau. Hein, c'était pas un gars qui était parti se réfugier dans un des pays les plus riches d'Europe et dans une ville de tous les vices. Hein. Non, pas du tout. Il est resté en France, il a eu des procès, donc, voilà. Mais, mis à part ça, voilà, c'est 3 personnes de qualité qui décèdent. C'est ce que j'appelle un peu le syndrome, donc aussi des présidents sud-américains. C'est-à-dire qu'en termes de probabilité, sur les 3, est-ce qu'il n'y en a pas un où il y a eu un mensonge est-ce qu'il n'y en a pas un qui est décédé parce qu'on n'a pas aidé, on va dire, voilà. Lorsqu'on regarde le décès, je le répète, de Catherine Gouget, qui fait comme par hasard un livre sur la médecine où elle dénonce ce monde de la mafia pharmaceutique, hein, avec un livre qui est traduit en plusieurs langues. Elle se suicide, on se rend compte qu'elle avait préparé ses valises comme si elle partait pour un voyage. C'est complètement contradictoire. Donc quand on voit qu'il y a des choses qui clochent pour un cas, est-ce que ça ne peut pas faire tache d'huile sur le reste, voilà. Et c'est en cela où la mort de Tepa, la version officielle, une fois de plus, sans que j'aie de réponse, me permet de me poser des questions.